heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Michel Onfray. Bonsoir. Alors Michel Onfray, vous êtes philosophe, vous venez de publier chez Galilée Le recours aux forêts, la tentation de Démocrite. Mais d'abord, il y a un truc, pourquoi tous les philosophes ont les cheveux longs? Bernard-Henri Lévy, Luc Ferry, André Glucksmann, vous, est-ce que la philosophie stimule le cuir chevelu? Ça, je sais pas, c'est peut-être le sujet de mon prochain livre, on verra. Michel, vous connaissez l'émission, en P1, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos études, de vos livres, et de votre réflexion sur la place de l'homme dans l'univers, qui est en fait juste devant la télé. Un peu à côté. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Laurence Boccolini. Laurence nous fera ce soir une révélation étonnante. Elle nous dira que oui, elle aussi, a eu une aventure avec Tiger Woods. La liste s'allonge tous les jours, c'est comme la grippe A, ça arrive en France. Toujours en P2, nous recevons Yves Bigot pour son livre plus célèbre que le Christ 2, chez Flammarion, le portrait de 50 rockstars qu'il a rencontrés et interviewés. Il n'y a pas de Johnny. C'est vrai que la hernie discale, c'est pas très rock. La hernie fiscale non plus, d'ailleurs. En P3, après Guillon et le zapping, nous accueillerons justement une autre victime du chirurgien de Johnny, Muriel Guerton. C'est terrible de se faire massacrer par le chirurgien des stars quand on n'est pas eu star. Ça, c'est quand même... Voilà, l'émission s'appelle Salut les gars, et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Michel Onfray, rebonsoir. Pour vous, il y a deux catégories d'intellectuels en France. Ceux qui s'occupent de la misère propre, c'est-à-dire le tiers-monde, le conflit israélo-palestinien, la Tchétchénie, et ceux qui s'occupent de la misère sale, c'est-à-dire les victimes du libéralisme, qui sont dans la misère sexuelle, les sans-logis, etc. Oui, il me semble qu'effectivement, il y a des causes faciles. Ouais. Et des causes gagnées tout de suite. C'est facile, effectivement, d'être contre la guerre et pour la paix, d'être pour la justice et contre l'injustice, etc. Quand c'est loin, quand il s'agit des droits de l'homme, ouais, quand il s'agit de l'histoire, des grands hommes et ce genre de choses. Ouais. C'est plus difficile d'être dans le trajet d'un Bourdieu qui, lui, se souciait effectivement de la misère, des gens qui crèvent de froid tout de suite dehors, des ouvriers qu'on licencie, ouais, des jeunes qui ne trouvent pas de boulot, et de toute la misère générée par le libéralisme. Et de fait, si vous cherchez, il n'y a pas beaucoup de philosophes qui s'en occupent. Vous êtes à l'opposé, finalement, d'un Bernard-Henri Lévy ou d'un Glucksmann. Voilà, je suis content que vous voyez qu'effectivement, indépendamment des cheveux, il y a des occasions de se séparer. Vous êtes né au Chambois, près d'Argentan, dans l'Orne. Votre père était ouvrier agricole, votre mère, enfant de l'assistance publique, était femme de ménage. Alors, vous racontez très bien ce monde, Michel Onfray, dans Traité de résistance et d'insoumission, publié chez Grasset, la fromagerie, le village construit autour, le patron de la fromagerie, dandy, amateur de belles femmes et de grosses cylindrées, un petit peu le seigneur et ses serfs, quoi, quand on lit votre bouquin. Oui, complètement, oui. Alors, vous avez 10 ans quand vous quittez cet univers, vous êtes placé en pension dans un orphelinat agricole religieux tenu par des pères salésiens. Alors, évidemment, c'est très violent de partir à l'orphelinat quand on a 2 parents, quoi. Oui. Pourquoi votre mère vous envoyait à l'orphelinat ? Disons que ma mère a été abandonnée à l'assistance publique et a connu une violence et une brutalité dont on se remet difficilement. Il y a un moment, dans ces années-là, où en gros, elle me repasse la patate chaude, quoi. Ouais, ce qu'elle n'a pas pu bien vivre, elle me le donne à moi de manière un peu probablement maladroite. On s'est retrouvés par la suite, mais à 10 ans, on ne comprend pas pourquoi. Les choses se passent comme ça. Mais je comprends aujourd'hui qu'elle a eu de bonnes raisons de faire ça. Vous lui en voulez, là ? Ah non, non, non. Je ne crois pas lui en avoir voulu, d'ailleurs, même à l'époque, j'ai pas compris. De 10 à 14 ans, on se prend des coups, il y a des curés pédophiles, c'est extrêmement violent, on prend une douche par semaine, on fait du sport tous les jours, on est je sais, j'étais chez les Salésiens, mais à Annecy, c'est terrible. Ouais. Donc, on n'aime pas l'intelligence, on n'aime pas les livres, on aime le sport, le travail manuel, enfin, bon, toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai pas été dans la haine de mes parents. J'ai été dans l'incompréhension. Et puis après, quand on a compris, non, on n'est pas dans le ressentiment. Moi, je m'interdis ça. C'est trop coûteux, le ressentiment. C'est trop coûteux en énergie. Non, non. Alors, de ces 4 ans dans cet orphelinat, vous héritez quand même votre haine de l'autorité et votre radicalité, quoi. Oui, ça, vous avez raison. Vous héritez aussi de ce séjour le goût de lire. Hein. Ça m'a sauvé. C'est vrai que quand on ouvre Le vieil homme et la mer, qu'on a 10 ans et qu'il y a des curés pédophiles qui rôdent par là, que d'un seul coup, ça sent la mer, on va pêcher l'espadon et qu'on se retrouve sur une barque, on a une passion pour les livres. Ouais. Non mais attendez, Michel, c'était pas tous pédophiles quand même. Ah non, pas tous, mais 3, ça suffit. Ouais.
3 dans un endroit où il y a 600 petits garçons et où effectivement la terreur, on ne sait pas quand ça vient, mais que ça peut toujours venir. Oui, je sais. Dont un père infirmier, c'est-à-dire que quand on a mal à la tête, baisse ton pantalon, mon petit garçon, c'est pas par là que ça se passe, etc. Quand on est mis à la porte dans le couloir, il y avait un préfet de discipline qui l'était lui aussi, donc il y avait toujours cette espèce de terreur. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un pléonasme, curé pédophile. À l'époque, on avait l'impression que c'était une contradiction qu'on pouvait pas. Oui, c'est vrai. Alors, après l'orphelinat, donc 3 ans de pension, puis le bac jusqu'au doctorat de philosophie. Et vous ressentez la même révolte que chez les Salésiens, l'été du bac, quand vous travaillez dans cette fromagerie où vous expérimentez réellement la condition ouvrière, c'est-à-dire jusqu'aux atteintes physiques, quoi. Oui, travail abrutissant, répétitif. Mais vous racontez, vous rentrez chez vous le soir, vous tombez sur le lit, vous vous réveillez le matin pour repartir travailler, enfin, oui. Très rapidement, on s'aperçoit qu'on devient une machine dans la machine et qu'on n'a même plus le goût à penser. C'est-à-dire que le cerveau se vide, qu'on n'a plus le désir de savoir, on est une espèce de corps fatigué, crevé. Alors heureusement, vous avez découvert la philosophie sur le marché d'Argentan, où vous achetez des livres d'occasion, et là vous découvrez Nietzsche, Marx, Freud, et vous trouvez que ces gens-là répondent aux questions que vous vous posez en fait. Oui, on est tous des masturbateurs à cette époque-là, et pas seulement, chez certains ça dure ensuite, mais on a des curés qui nous disent que c'est effrayant, que c'est monstrueux, que ça fait pousser les oreilles, les pieds, etc., les cheveux. Et puis on lit Freud qui nous dit non, c'est normal. Nietzsche qui nous dit il y a un monde après Dieu, indépendamment de Dieu, après le christianisme, ça m'intéresse aussi. Et puis Marx qui nous dit le capitalisme n'est pas l'horizon indépassable, vu ce que je vivais à la maison. Oui, les damnés de la terre, vous les fréquentiez, voilà. Je découvre la philosophie comme un monde qui s'ouvre. Assez naturellement, sans que ça soit pénible, sans qu'on vous y oblige, c'est ça qui est formidable. Oui, bon à l'époque, fils de pauvre, on n'imagine pas qu'on peut aller au-delà du bac, on ne sait pas ce que c'est que l'école normale supérieure, on ne sait pas ce que c'est que l'agrégation, ce genre de choses. Moi, je voulais être chauffeur de train. Je suis rentré en philo et là, ça a été la révélation. Oui. Vous aviez une bourse? Oui, c'est ça. Boursier d'éducation. Grandeur de l'éducation nationale française, il faut encore le dire. Alors, vous dites à cette époque, l'idéal marxiste me passionnait, le spectacle soviétique me consternait, donc vous devenez en quelque sorte anarchiste, quoi, à ce moment-là. Oui, parce que j'ai un coiffeur adorable qui, à l'époque, c'est chez lui que j'ai appris... Oui, vous d'ailleurs, vous voyez, c'est peut-être un il est hommage, adorable, enfin bon. Il est à la retraite. Il est retraité. Et donc, lui, il a été déporté. Le camp de concentration, c'est lui qui m'explique ce que c'est. Et c'est chez lui que je découvre La Gueule ouverte, Charlie Hebdo, Le Nouvel Observateur, petit village. Hein, donc, et puis, il me passe une revue qui s'appelle Noir et Rouge. Et c'est chez lui que je découvre les anarchistes. Et je me dis, mais bon sang, Bakounine, Kropotkin, Proudhon. Je me dis, il y a tous les avantages du socialisme sans l'Union soviétique. Et puis, l'aspect, on n'emmerde personne et on se fait emmerder par personne. Ni Dieu, ni maître. Absolument. Nietzsche dit, il met au Dieu de suivre autant que de guider. Ah oui, voilà. Et ça me va. Ça vous va. Alors, vous commencez à enseigner à 21 ans, hein, et ça n'a pas cessé depuis. Après, vous avez quitté l'enseignement, vous avez fondé l'Université populaire à Caen, l'Université du goût à Argentan. Oui, j'ai démissionné d'Éducation nationale après 20 ans de bons et loyaux services, et puis j'ai créé une université populaire qui est à sa 8e année, là. Je fais cours tous les lundis. Lundi dernier, il y avait plus de 1000 personnes. Oui, ça marche très bien. Un cours sur Freud, et puis une quinzaine d'amis qui font ça avec moi. On est tous bénévoles. La gratuité, la générosité, ça marche très bien. C'est une belle aventure. C'est bien. Bravo. Ça, je dois dire, oui. Alors, à 28 ans, vous êtes victime d'un infarctus et vous commencez à écrire pour célébrer cette résurrection. La salle de réanimation de l'hôpital, vous dites, ça a été l'antichambre de la vie. Voilà comment naîtra Le ventre des philosophes chez Grasset, qui a été votre premier livre, en fait. Oui, premier livre, mon éditeur depuis le début de cette aventure, 88, quand j'ai envoyé mon manuscrit par la poste. Et alors aujourd'hui, donc vous êtes toujours chez Grasset, vous êtes mensualisé. Ils m'ont dit un jour, on vous envoie une somme tous les mois. Je dis c'est très bien. Voilà, c'est ça. Et alors vous touchez pas vos droits d'auteur, en fait? Si, de temps en temps. Mais Antoven, il dit qu'il y a une centaine de milliers d'euros qui vous attendent sur votre compte chez Grasset. Et de temps en temps, vous demandez de l'argent pour vous acheter une bagnole ou un truc, quoi. Moi, j'ai pas beaucoup de désirs. Et quand on n'a pas beaucoup de désirs, on est vraiment un homme libre. Donc les désirs que j'ai n'ont rien à voir avec ce qui s'achète. Donc effectivement, quand je peux subvenir à mes besoins, ça me suffit. Heureux homme. Oui. Alors, vous avez fait de nombreux livres, on ne va pas tous les citer, mais il y en a un qui a eu énormément de succès, qui s'est vendu à 280 000 exemplaires, sans compter l'édition de poche, c'est le traité d'athéologie. Vous ne croyez pas en Dieu, hein? Non. Même après le tirage de la Coupe du Monde 2010, c'est-à-dire que la France est quand même tombée sur l'Afrique du Sud, Michel. Oui, justement, ça me semble justement pas relever de Dieu. C'est pas la main de Dieu. Mais vous avez des preuves de l'inexistence de Dieu? Ah, mais c'est à ceux qui pensent que Dieu existe d'apporter les preuves.
À défaut de preuves, non, je persiste à croire que ce qui nous arrive après la mort, c'est ce qui arrive aux hérissons écrasés sur le bas-côté de la route. Mais alors, on s'est fait chier à construire toutes ces églises pour rien, Michel. Ah ça oui. Mais c'est plutôt, c'est pas qu'on s'est fait chier, c'est qu'on a fait chier le monde et le genre humain un petit peu avec ça. Non, je pense que les gens n'acceptent pas la mort et que le déni de la mort est à l'origine de la création de Dieu. Toutes les civilisations se sont construites sur cette illusion parce que on n'arrive pas à accepter ça. Bien entendu, pour vous, Dieu, c'est un conte qui a été inventé pour endormir les enfants, en gros. C'est une fiction. C'est ce que tout le monde pense quand il s'agit du Dieu du voisin. C'est-à-dire que quand vous regardez les pratiques religieuses des autres, vous les trouvez vraiment très ridicules. Mais les nôtres, en revanche, il ne faut pas y toucher. Moi, la différence, c'est que je les trouve toutes ridicules. Donc vous êtes d'accord avec Pierre Desproges qui a eu cette phrase formidable, « Dieu, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus ». Alors, votre dernier livre publié, donc, c'est « Le recours aux forêts, la tentation de Démocrite chez Galilée ». Le monde est invivable, il faut se replier sur son âme, comme Démocrite, qui s'était replié dans sa petite cabane au fond du jardin. Il y a une phrase que je trouve fantastique, c'est « Il faut planter un chêne, le regarder pousser, débiter ses planches, les voir sécher, s'en faire un cercueil dans lequel on ira prendre sa place dans la terre, c'est-à-dire dans le cosmos. » Voilà. Ce repli sur la forêt, c'est pas exactement ce qu'a fait Jean-Pierre Trébert, Michel? Non, je crois qu'il faut penser la mort vraiment en païen, en post-chrétien, en disant il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer. Simplement, pensons ça comme une occasion de bien vivre, de mieux vivre. Parce que le propre de la religion, c'est de dire mourrez de votre vivant, ce sera plus facile quand vous aurez à mourir vraiment un jour. Donc, Nous accueillons Laurence Boccolini et Yves Bigot. Alors Laurence, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas ce soir votre magnifique tunique multicolore. Non. Extraordinaire. Il fallait me le demander. Je l'ai C'est interdit encore. par le CSA maintenant, non? Non, mais c'est mon côté rebelle, c'est je porte ce que je veux. Ah oui, ça vous plaît pas, c'est pareil. Là, voilà. Mais c'est vrai que ça rendait les caméramans aveugles. Aveugle. Ouais, ça fait un peu mire. Oui, mais c'est fait pour. C'est pour régler les Mais caméras. voilà, Ouais. J'assume totalement. Donc Laurent, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette pute d'Angelina Jolie ?» Un livre qui revient sur vos difficultés pour adopter un enfant, alors que Madame Brad Pitt adopte à tour de bras. Non, mais c'est grave. Alors, ici même sur ce plateau, vous avez appelé à Nicolas Sarkozy. Ah, oui. Vous avez demandé à le rencontrer pour parler du problème de l'adoption. Voilà. Peut-être qu'il a cru que c'est vous qui vouliez être adopté. Voilà. Par Nicolas Sarkozy, Oui. c'est ça? Oui, non, mais il m'a pas reçu. Non, mais Ouais. c'est pas grave. Hein. Bah, si c'est grave, il reçoit tout le monde. Oui, mais pas moi. C'est fou quand même, ça l'intéresse pas peut-être? Non, peut-être pas. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'Angelina Jolie, elle en rate pas une, elle continue. Hein. Pauvre Brad Pitt. Non, oui. Ouais, c'est Octomum. T'en es où là-dessus alors? Ah ouais, no hope. Ouais. Pas no, je sais pas, mais ça a été tellement difficile d'arrêter après 5 ans de traitement qu'on s'est quand même donné avec mon mari, avec qui je voudrais préciser que je suis toujours mariée, malgré les rumeurs. Mister Tahiti. Bon, oui, voilà, c'est Mr. Tahiti, d'accord, très bien. Et on s'est donné un temps pour un peu se reposer, parce que c'est vrai que ça occupe beaucoup la tête et, ouais. voilà, et le cœur. Alors question boulot, ça va pas fort avec TF1. Je suis pas à TF1, donc Bah je oui. m'en fiche, t'avais pas voir à TF1. Mais ça marche sur TMC. Mais oui. Ce qui fait que vous êtes là ce soir finalement sans avoir rien à vendre. Si, en janvier arrive sur TMC quand même Moundir, l'aventurier de l'amour. Oui. Écoute, Oui. on aurait pu faire Ardisson, l'aventurier de l'amour, Bah oui. et on t'aurait emmené à Miami devant 14 jeunes filles, Mais tu aurais oui. dû choisir une Mais fiancée, oui. ta femme aurait été contente. Moi, je fais jamais des émissions comme ça. moi. Alors, voilà, ça arrive en janvier et c'est énorme. Ah ouais. C'est pas parce que je suis dedans, c'est énorme. C'est énorme. Bien, alors Yves, rebonsoir. Donc vous êtes ici ce soir pour le 2e tome de la somme consacrée aux rockstars, qui s'appelle Plus célèbre que le Christ 2, en l'occurrence, chez Flammarion. Mais d'abord un mot sur votre autre activité, la télévision. Après avoir été directeur des programmes de France 2, directeur des programmes de la RTBF, vous êtes directeur des programmes de Endemol, qui produit entre autres la Starac. Est-ce que la Starac va revenir? Et si oui, pourquoi? Parce que c'est un programme historique. Historique, bien sûr. Voilà. Et si elle revient, ça sera sous, évidemment, une forme rénovée, parce Très qu'on bien. est 10 ans plus tard, et que donc la télé a changé, les gens ont changé, la chanson a changé aussi, voilà. Bien. Michel, vous remarquez que je ne vous demande pas votre avis sur la Starac. C'est dommage. Je suis charitable, je suis chrétien, même si vous êtes païen.
En démol produit aussi Secret Story. Alors, puisque je vous ai sous la main, vous allez répondre à la question que tout le monde se pose. Les candidats, ils sont cons ou ils le font exprès? Thierry, ils sont forcément pas cons puisqu'ils réussissent à faire parler d'eux de manière spectaculaire, à très bien gagner leur vie et à intéresser des millions de téléspectateurs. Donc c'est qu'ils sont malins. Et puis, au bout de 8 ans, forcément, les candidats, ils connaissent le programme par cœur et ils savent comment en déjouer les codes. Alors, on attend la ferme en Afrique. Du Sud? Oui. Il y aura Domenech. Il s'en est fallu une peu, hein. Alors, vous savez, Yves, que si la ferme en Afrique se plante, c'est la fin de la télé-réalité sur TF1. Ça vous donne pas envie de tout faire foirer? Alors, parlons du rock maintenant. Vous êtes rock critique émérite. Vous avez travaillé à Rock et Folk, à Libération. Vous publiez chez Flammarion Plus célèbre que le Christ, tome 2. Et cette fois, il y a Roger Daltrey. Alors, il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'il parle du bégaiement de My Generation. Alors là, vous dites, et c'est extraordinaire, que ça exprime sa colère intérieure. Ouais, et la frustration de toute sa génération, justement. Et en réalité, au départ, le bégaiement, il vient, c'est parce qu'ils sont tellement bourrés de pilules d'amphétamine que J'écoute ça depuis 1966. Je m'étais jamais rendu compte à quel point ça contenait la colère de la classe ouvrière anglaise qui d'un seul coup se trouve reliée aux Noirs américains. Enfin, c'est Vous n'écoutez pas à la bonne vitesse. Bah oui. Non, c'est vachement bien ça. Alors on parlait aussi de David Gilmour de Pink Floyd qui drague au Papagayo de Saint-Tropez. Il y a une phrase magnifique: ivre de chaleur, d'iode et de shit. Et ils sont arrêtés par les gendarmes de Saint-Tropez. Cruchot. Cruchot. C'est ça. Alors ils sont arrêtés pour conduite obscène, ce qui est comme la base du rock'n'roll, non? Ben oui, bien sûr. Des jeunes adolescents anglais qui se retrouvent d'un seul coup à Saint-Tropez pendant l'été 1965, ils deviennent dingues. Comme d'ailleurs, mais ça c'était dans le volume 1, Paul McCartney et John Lennon, quand ils ont 20 ans, qui viennent passer 15 jours pour les 20 ans de Lennon à Paris, et qui vont toujours au même endroit du boulevard Saint-Germain parce qu'ils découvrent que la serveuse d'un café a du poil sous les bras. Et pour des jeunes Anglais, c'est le truc le plus érotique qu'ils ont jamais vu de leur vie. Alors dans votre livre, il y a aussi Rod Stewart. On s'est toujours demandé pourquoi Rod Stewart avait cette coiffure avec les épis. En fait, il se faisait sécher les cheveux à l'envers. La tête en bas. Ouais. Alors il portait des culottes de filles. Aussi, oui, mais comme il le dit à la fin de l'interview, j'ai voulu essayer pendant un moment parce qu'elles sont beaucoup plus douces, mais au final, tout ne rentre pas. Alors Yves, quand on est rockstar, on peut pas mourir comme tout le monde, hein, c'est évident. Et on a vu Johnny avec son hernie discale. Franchement, heureusement qu'il n'est pas mort de ça, parce que c'est un peu ridicule. On va voir comment sont mortes les stars du rock. On va faire un quiz. Comment est mort ? Alors, ce jingle-là, c'est Wicked, hein. Je l'adore. Refaites-le une fois. Wicked. Bravo, le gréement de fortune. Bravo. Et joyeux Noël. Bon alors, comment est mort Elvis Presley ? Sur les toilettes. Sur ses toilettes, d'une overdose de médicaments. Voilà. Comment est mort Jim Morrison ? Alors, officiellement d'une crise cardiaque dans sa baignoire. Ouais. Sinon, overdose au rock'n'roll. Mais dans les toilettes du rock'n'roll circus, très vraisemblablement. Ah là 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 là. Comment est mort Sid Vicious ? Overdose. Overdose, mais bien sûr, le soir où il a été libéré de prison, mais le mec, à New York. Ça se comprend. Le mec, il sort de tôle, il se jette sur la poudre et il meurt. C'est terrible. Comment est mort Otis Redding ? Facile. Accident d'avion. Putain, mais t'es bonne, toi. Ah oui. Petit détail, on l'a retrouvé à la place du pilote. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi il était à la place du pilote. Ah ouais, on a compris pourquoi il est mort. Et juste avant de partir, il avait enregistré Sitting on the Dock of the Bay, voilà. Qui a donc été le premier numéro 1 posthume de l'histoire. Ah, érudit rock. Comment est mort Jimi Hendrix ? Étouffé dans son vomi, très bien. La nuit dans son lit. Janis Joplin. Overdose dans un motel de Los Angeles. Kurt Cobain. Une balle dans la tête. La blague, c'est, savez-vous quelle est la dernière chose qui est passée par la tête de Kurt Cobain ? Une balle de revolver. Alors, Marvin Gaye. Assassiné par son père à coup de revolver là aussi.
Exact. Brian Wilson, comment est mort Brian Wilson? Il n'est pas mort, il est immortel. C'était un piège. Michael Chance, d'Inexcess. Auto-asphyxie érotique. Oh, mais enfin, ça c'est toi qui le dis. Comme David Carradine. Comme David Carradine. Ouais, peut-être. George Harrison. Cancer Du poumon. Oh, putain. Et Mick Jagger. Il est bien, il est Immortel, jamais. C'était la réponse. Un big up, un big up. C'est beau la culture. Ouais. Sans faute, hein. Ah, sans faute, vraiment, bravo, là, c'est étonnant. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Edoui Plenel, fondateur et président de Mediapart, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Vous avez entendu cette histoire? Amar, un garçon de 12 ans, abattu dans la rue à la Kalachnikov dimanche dernier. Mais bon sang, qui s'occupe de la sécurité dans ce pays? Appelez-moi le responsable. Ça fait quand même 7 ans que la droite s'est lancée dans sa grande croisade contre l'insécurité. Depuis 2002, une quinzaine de lois ont été votées. Loi Sarkozy sur la sécurité, loi Sarkozy sur la délinquance, loi Sarkozy sur la vidéosurveillance, sur la récidive, sur les peines planchées, sur la rétention de sûreté, sur les peines plus sévères pour les mineurs, sur les gardes à vue plus longues, les perquisitions plus simples. Et le résultat de tout ça? Eh ben voilà qu'en France, on tire sur des enfants à la Kalachnikov. Non mais dans quel monde de droite vit-on? La Kalachnikov, c'est pas fait pour tirer sur les enfants. C'est fait pour libérer les opprimés. C'était l'arme du Tché, l'arme de toutes les guérillas de libération. Mais c'est pas tout d'avoir les armes. Pour que ça pète, faut aussi un Che Guevara. Un leader charismatique qui galvanise les foules, qui prend tous les risques, qu'on a envie de suivre arme au poing dans son combat pour un monde plus juste. Alors là oui, ça pourrait être la révolution. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, vu que Che Guevara est en arrêt maladie pour 45 jours. Oh le pauvre biquet, il s'est fait mal au petit doigt dans une manif contre la réforme de la Poste. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Edoui Plenel, bonsoir. Bonsoir. Star de l'émission. Vous êtes ici pour parler de l'édition papier d'un cahier spécial de Mediapart consacré au débat sur l'identité nationale. Nous en parlerons tout à l'heure dans le round-up de l'actu. Mais d'abord, les fusillades en France. Alors, diverses fusillades ont fait la une cette semaine, à Béthune, à Lyon, à Orly. Les jeunes ont des armes. Finalement, les casquettes à l'envers, ça ne serait pas le principal problème, Nadine. On fait de l'insécurité un problème, et pendant ce temps-là, on ne voit pas la réalité des violences dont sont victimes les plus faibles, les plus pauvres, les plus fragiles. Et puis par ailleurs, attention aux effets de loupe. J'ai regardé pour venir à l'émission. J'ai regardé les statistiques. Ils prennent toutes les statistiques. Il n'y a pas d'augmentation des violences par arme à feu. Par ailleurs, le nombre d'armes en circulation, on ne sait pas, on est un pays de chasseurs. Bref, attention à un pouvoir qui n'arrête pas de faire des effets de muscle. Et les effets de muscle, c'est toujours les pauvres, c'est toujours les plus fragiles, c'est les gamins, c'est eux qui trinquent. Est-ce que vous pensez qu'on met en avant ces fusillades un peu comme avant les élections? Bien sûr. Ils nous ont toujours fait ça, hein. Toujours de monter l'insécurité, de grossir la violence. C'est un pouvoir de la violence de tous contre tous. C'est un pouvoir qui hystérise notre société. Le philosophe que vous avez invité, Michel Onfray, lui a fait sortir l'aveu le plus important en 2007. Dans une interview où Sarkozy a dit on est pédophile, absolument. Mais pas seulement pédophile, la violence, tout. C'est inné, c'est dans les gènes. Et il dit aussi que lui s'est toujours construit sur la transgression et qu'il continuera. Et il en fait la démonstration. Et on est aujourd'hui dans une espèce d'insolence, de grossièreté. Il n'y a plus de convenance, il n'y a plus de morale, il n'y a plus que la loi du plus fort. Il y a une espèce de généralisation française de ce personnage-là qui est censé donner l'exemple en République, je dirais, et qui donne un exemple déplorable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une vision immobile de la société et une vision où tout le monde est en guerre. Pousse-toi de là que je m'y mette. C'est cette pédagogie-là. J'arrive pas à m'habituer. Ce pouvoir, on va parler de l'identité nationale, fait du mal à notre pays. J'ai honte de notre pays. J'étais en Martinique à l'invitation d'Édouard Glissant, de Chamoiseau, de tous ces écrivains qui font vivre notre langue. On a l'impression d'une nécrose ici. Quand on a un chef de l'État qui massacre la langue dès qu'il s'exprime en français,
une catastrophe, qui bouffe la moitié des mots. Casse-toi, pauvre con. C'est en fonction qu'il le dit. Je ne parle même pas de la grossièreté, mais vous avez raison. C'est catastrophique. Et qu'on a l'élégance d'un Édouard Glissant, il ne doit même pas savoir qui c'est, Édouard Glissant. Il doit prendre ça pour un glissement de terrain, sûrement. Il nous abîme. Faut arrêter. Bon. Nicolas, si tu nous regardes. Ce que vous nous dites, en gros, c'est que finalement, ces 3 faits divers, terribles d'ailleurs, parce qu'évidemment, on se tire à la Kalachnikov dans les rues, c'est plus de la mise en scène préélectorale. Bien sûr, on est devant un pouvoir qui est en constat de faillite. Faillite financière. Ouais. L'endettement de la France n'a jamais été aussi important. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le pouvoir fabriquerait des faits divers comme ça. C'est plutôt la télévision, c'est plutôt les journalistes. On est toujours dans des perspectives d'élection, parce qu'il y a toujours une élection en France. Donc je crois que le journalisme, en tant qu'il choisit ses informations, qu'il spectacularise, qu'il traite l'information avec les impacts de balles, le sang sur le trottoir, c'est pas seulement un traitement sarkozyste, c'est aussi le traitement spectaculaire. Et les journalistes ont une part importante dans cette aventure. Je suis d'accord avec ça, mais il y a un écosystème qui rend le journalisme plus ou moins vertueux. D'où l'intérêt du journal papier, parce qu'effectivement, on traite l'information autrement qu'à la télévision, ou pour la télévision, l'information doit être spectaculaire. D'où l'intérêt d'Internet, d'abord, où le lecteur est là. Le lecteur est là et peut nous interpeller. Yves, si vous voulez vraiment ruiner toutes vos chances de revenir sur le service public, c'est maintenant. Allez-y, dites que vous êtes d'accord avec eux, vous restez chant bémol pour le restant de vos jours. Moi, je ne crois pas à la censure, je crois à l'autocensure. Et donc, l'autocensure, c'est à nous-mêmes de ne pas y céder. Ouais. Beaucoup, y compris des journalistes, ont dit oui à des choses où ils n'auraient jamais dû dire oui. Être nommé par le pouvoir exécutif, ce n'est pas normal. Vous pensez que Philippe Val n'aurait jamais dû accepter d'être nommé à France Inter? Mais bien sûr, il faut savoir dire non, non? Ça dépend du projet. Eh bien non, c'est comme ça que ça commence. Voilà. C'est comme ça que ça glisse. Non, parce que si on est vraiment indépendant, quel que soit celui qui nous a nommés, ça ne doit rien changer à ce qu'on doit y faire. On croit ça, mais celui qui vous a nommé, il se rappellera à vous. Alors, Edoui Plenel, depuis hier, un cahier du site Mediapart est en vente dans les kiosques à 2,50 € pour 32 pages. Le thème, c'est « Nous ne débattrons pas ». Voilà, c'est consacré à l'identité nationale, évidemment. C'est d'abord la suite d'un appel que Mediapart a lancé. L'appel de Mediapart, 50 000 signatures à ce jour. Voilà. Ce débat n'est ni libre, ni pluraliste, ni utile. Il n'est pas libre parce qu'en démocratie, c'est pas à l'État de nous faire débattre. C'est pas à l'État de faire les questions et les réponses. On ne débat pas sur ordre. Il n'est pas pluraliste parce qu'on nous met tout de suite un singulier à l'identité nationale. C'est-à-dire qu'on met une réponse dans la question. Et puis surtout, il n'est pas utile, même il est néfaste. C'est une machine de guerre, c'est une machine de division entre Français et d'exclusion. C'est surtout un moyen pour les gens de défouler leur islamophobie. On lève le couvercle, et c'est pas des minarets qui sortent. C'est la boîte de Pandore. C'est des serpents. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe à refuser l'identité nationale et à faire un débat sur le refus de l'identité nationale parce qu'on y contribue. Si, moi je suis pour le débat. Et c'est parce que Sarkozy est un malin qu'il a proposé ce débat à la gauche en disant la gauche, elle refusera le débat. Il dit la gauche, elle est tellement bête, elle est tellement prévisible qu'on va dire débat sur l'identité nationale et la gauche dira non, racisme, Pétain, Vichy. Elle refusera le débat. Moyennant quoi, le débat, c'est Sarko qui parle tout seul avec ses amis et ses copains. Moi, je suis prêt à débattre, normalement, mais je ne débattrai pas chez un préfet. Je ne débattrai pas là où on s'occupe d'expulser les immigrés. C'est tout ce que nous disons. Et moi, je considère que, en critiquant ce que nous faisons là, nous sauvons la France. Absolument. Nous défendons une haute idée de la France contre des gens qui ne l'aiment pas. C'est eux qui ne l'aiment pas, parce qu'ils ne l'aiment pas telle qu'elle est, pluraliste, diverse, d'origine diverse. Vous vous rendez compte que dans les discours du Premier ministre et du Président de la République, on a dit « un Français reconnaît d'instinct une pensée française ». Reconnaît d'instinct un paysage français. Il y a un truc quand même, moi, qui me semble complètement ridicule dans toute cette affaire, c'est qu'on débat de l'identité nationale alors qu'on veut faire l'Europe. C'est-à-dire qu'on débattrait de l'identité européenne, ça serait intelligent, mais l'identité nationale, à notre époque, c'est un peu ridicule. Laurence, vous vous sentez française avec un nom pareil? Avec un nom pareil. Bah justement. Non, mais voilà, quand on est dans un débat comme celui-là, on ne se sent pas très savante. Mais j'ai dû refaire mon passeport il y a peu de temps. Moi, j'ai plus mes parents. Et je me suis trouvée devant un cas de figure très compliqué où on m'a dit vous avez ça s'appelle comment la preuve que vos parents sont français. Alors, je lui ai dit moi, je suis née en France. Mes parents étaient naturalisés dans les années 40.
Je n'ai plus mes parents, je ne sais pas où est ce document. On m'a dit donc c'est absolument impossible de refaire vos papiers. Oh là là. Alors j'ai dit mais attendez, excusez-moi, c'est-à-dire que je suis née en France et il faut que je prouve que je sois française. Ah non, on m'a pas dit, mais pas du tout, mademoiselle, madame. On m'a dit il faut que vous nous apportiez la preuve que vos parents aient bien choisi d'être français. Mais moi, je me suis jamais posé la question. C'est vrai que moi, j'ai des racines italiennes. Je me sens tout à fait italienne comme tout à fait française. Je pourrais pas vous dire j'aime la France, j'aime l'Italie, j'aime, voilà. Mais tout d'un coup, on vous demande une espèce de preuve très, comment dire, charnelle, comme ça, très enragée, de dire mais mes parents ont choisi d'être français. Mes parents ont choisi d'être français, certes, mais il n'y a pas de débat. J'ai pas pu aller leur demander. Il faut vous apporter la preuve. Et tout d'un coup, ça devient. C'est lumineux ce que vous dites. C'est très bien, Laurence. Bravo. Bravo, c'est exactement ce qu'on essaye de dire avec des mots différents. Bon, on continue alors. Copenhague. L'écologie, vous en pensez quoi, vous, sérieusement? C'est cette espèce de prise de conscience planétaire qui est aussi une nouvelle religion. C'est qu'après les droits de l'homme, on nous fait l'écologie maintenant. Ouais. On a une philosophie de l'écologie qui est une philosophie de bobos la plupart du temps, de Parisiens, de citadins, de gens qui sont dans des logiques de peau catalytique, mais pas du tout dans une logique de cosmos. Si on voit la planète parmi les planètes et le cosmos, alors là, pour le coup, on a des dimensions autrement plus puissantes. Parce que finalement, la planète est devenue une espèce de village pour les écologistes. Ils ont l'esprit de clocher avec leur planète. Immanquablement, les hommes sont derrière tout ça. On est toujours dans la logique chrétienne, c'est de votre faute, arrêtez les voitures, les ceci, les cela, etc. On pense la nature à partir d'une vision anthropomorphique, on ramène ça à l'homme, on ferait souffrir la nature, elle se vengerait, et il faudrait être gentil avec la nature, il faudrait préserver la nature. En fait, elle ne fonctionne pas du tout. Elle est très brutale. Hein. Oui, non, mais la nature, elle prend pas de corps avec nous. Elle s'en fout complètement de nous. C'est vous qui avez raison. Elle n'est pas brutale non plus, parce que là aussi, on anthropomorphise, mais elle se moque éperdument des hommes. Et il faut penser la nature comme un moment dans le cosmos. On a perdu le sens du cosmos. Et si Copenhague ça foire, c'est pour une raison bien simple, c'est que effectivement, les pays riches n'ont aucun intérêt à donner de l'argent pour cette aventure, parce que ça ne les intéresse pas du tout. Il n'y a pas de raison supérieure. C'est comme les sociétés des nations. Quand on n'a pas les moyens d'assurer la loi, quand on n'a pas une force qui rend possible la loi ou le droit, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi. Qui pourrait faire la loi sur ce terrain-là? Michel Onfray, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse filer Argentan et à bientôt, j'espère. Muriel Guerton, bonsoir. Victime du chirurgien de Johnny Hallyday. Voilà, alors Muriel Guerton, bonsoir. Nous parlerons à 20h de ce qui vous est arrivé suite à votre opération par le docteur Delajoux. Mais tout de suite, une question. Ça fait quoi d'avoir un point commun avec Johnny Hallyday? J'aimerais bien chanter comme lui, mais c'est pas le cas. C'est pas celui-ci. Non. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thierry. Toujours à France Inter? Oui, encore cette semaine. Ah ouais! À vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. Et on commence par une nouvelle incroyable. On vient de l'apprendre. Isabelle Dinoir, la greffée du visage, n'avait pas été mordue par son labrador comme elle l'avait prétendu. Cette habitante de Valenciennes avait subi un simple nettoyage de peau dans le cabinet du docteur Delajoux. On passe à la politique. Brice Hortefeux remporte le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Un prix qui vient récompenser son excellente blague sur les Arabes le 10 septembre dernier. Déception en revanche pour Nadine Morano qui arrive deuxième avec sa blague sur les musulmans qui parlent verlan et mettent leur casquette à l'envers. Courage Nadine, accrochez-vous, vous pouvez gagner l'année prochaine. Rachida Dati ne supporte plus la vie à Strasbourg. Il y aura un drame, prévient-elle, avant que je finisse mon mandat. C'est vrai, ça doit être horrible pour elle, la vie là-bas. J'ai regardé sur Internet, il n'y a que 2 magasins haute couture, le dé à coudre et un troc-mode. Vous imaginez la journée type de Rachida, les balades en poussette avec Zora, les courses au Monop, les visites de Bernard Laporte une fois tous les 15 jours, les sessions au Parlement européen, 8 heures à lever la main pour répondre à des questions sur les quotas laitiers et le prix du chou-fleur.
Après, il faut aller chercher Zora, ne pas oublier son doudou à la crèche, un ballon de rugby en mousse. La faire dîner, la coucher, puis appeler une copine à Paris pour se plaindre. Tu te rappelles comme c'était bien? Les garden parties à l'Élysée, les teufs au ministère, les courses avenue Montaigne et les chabites avec Borloo. Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, réveillonnera sur une base polaire un vieux rêve de gosse, précise son cabinet. Les chercheurs sont sceptiques sur les enjeux d'un tel déplacement estimé à 50 000 €. Qu'est-ce qui nous emmerde, les chercheurs? C'est un rêve de gosse, ce voyage. Moi, je rajoute 150 € sur ma feuille d'impôt pour le réveillon de monsieur Estrosi. Si on peut lui faire plaisir, faisons-le. Merde! Julien Dray, bientôt blanchi. On notera cette mise en page très heureuse du Figaro. Julien Dray ne sera pas jugé en correctionnel. Et juste en dessous, une pub pour une montre Breitling. Après avoir reconnu avoir trompé sa femme à plusieurs reprises, Tiger Woods met sa carrière de golfeur entre parenthèses. Sélectionner un manche, bouffer des kilomètres de gazon en caressant sa canne, viser des trous, tout ça, c'est fini. La chaîne de fast-food Quick teste le burger halal. C'est très bien. C'est ça, l'identité nationale. Permettre à tout le monde de manger de la merde, quelles que soient ses origines ou sa religion. Bravo. Pour la première fois, la chaîne religieuse Atoine TV a embauché 2 speakerines. Alors, moi, j'ai un petit faible pour celle de droite. Je la trouve plus sexy, plus souriante, plus pétillante. Celle de gauche, un petit côté figé, glacial, on dirait Valérie Pécresse, j'aime moins. Ça y est, c'est officiel. 2 tours jumelles seront construites à La Défense, les plus hautes d'Europe. Elles atteindront 323 mètres. Un hôtel de luxe occupera les tout derniers étages. Pensez à réserver la suite Ben Laden. Après son passage à tabac par 2 hommes encagoulés, le chirurgien de Johnny pose avec son cocard dans toute la presse. Ses anciens patients se réjouissent. Pour la première fois, on avait l'impression qu'il s'était opéré lui-même. Et on termine avec ce défilé de stars impressionnant cette semaine dans la chambre de Johnny Hallyday. On a vu tour à tour Lynn Renaud, Charles Aznavour, Patrick Bruel, Nikos Aliagas, Jean-Claude Darmon. En tout cas, si vous allez là-bas, profitez-en, faites comme Nikos, achetez des produits en duty free. On fait une pierre 2 coups. Merci et bonnes vacances à tous. C'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici le 2 janvier et d'ici là sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Muriel, rebonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes mariée, 2 enfants, 17 et 19 ans. Vous habitez Sermaises, un petit village de 1500 habitants dans le Loiret. Avant d'être opérée par le docteur Delajoux, vous étiez assistante maternelle et vous aimiez danser. En 1998, vous ressentez de fortes douleurs dans les lombaires. Vous cherchez un neurochirurgien, vous rencontrez le docteur Delajoux qui vous fait une excellente impression. Vous le trouvez sympa, gentil, rassurant. Vous avez envie de lui faire confiance, comme on fait confiance à un membre de sa famille.
D'ailleurs, il vous donne son numéro de portable en vous disant appelez-moi quand vous voulez. Il m'a mis en confiance, surtout que quand on s'est opéré de la colonne vertébrale, on a peur, on se demande déjà toute intervention, c'est pas évident d'y aller, mais il m'a vraiment rassuré, il a vraiment pris les choses en main tout de suite, quoi. Il s'occupe de tout, il vous prend rendez-vous pour le scanner, il prend rendez-vous à la clinique Turin pour l'opération, voilà. Donc tout va bien. Première opération donc en 1998, on vous met une plaque et des vis dans les lombaires, pas de problème, les douleurs disparaissent, donc jusque-là, tout va bien. Mais en 2004, les douleurs reviennent, les anti-inflammatoires vous sont d'aucun secours. Heureusement, le bon docteur de la joue vous rassure. Il vous dit que c'est pas grave, on va faire une opération assez simple. On va vous mettre une prothèse entre les vertèbres L4 et L5. Il me dit, écoutez, c'est bénin comme opération, c'est qu'il voit une appendicite, quoi. Ouais. C'est moins important que la première intervention. Vous avez une hernie, il ne faut pas vous inquiéter. Mais quand même, je vais vous mettre une prothèse aux interépineuses, ça s'appelle comme ça. Vous inquiétez pas, ça va bien se dérouler. Alors je précise bien, il vous propose une prothèse entre L4 et L5. Voilà, le seul problème, c'est les honoraires. Hein. Ça passe quand même de 12 000 francs à 9 600 €. Oui. Et le réveil est atroce. Vous avez des douleurs terribles dans le dos, dans les jambes. Et là, lui, il est rassurant. Il vous dit, c'est normal, prenez un peu de morphine, ça va passer. Oui, et il me dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète, qu'on va continuer à faire des piqûres de morphinique et on va en plus me rajouter des anti-inflammatoires parce que je lui précise que mon inquiétude et je lui dis que j'ai vraiment très mal aux jambes, que je suis vraiment très inquiète. Il me dit c'est normal, mon dos est fragilisé, donc il faut être patiente. Voilà. Vous dites mais j'aimerais bien faire une radio de contrôle quand même. Il ne veut pas, il n'est pas d'accord. Voilà, il me dit c'est bon, vous pouvez reprendre votre travail. Je lui dis bah, écoutez, on ne fait pas la radio de contrôle comme la première intervention. Ah oui. Il me dit non, c'est pas la peine, ça sert à rien, vous pouvez reprendre le travail comme ça. Alors évidemment, vous reprenez votre travail, mais c'est une véritable torture pour vous, parce qu'il faut porter des enfants et tout. Ça finit par devenir un calvaire. Donc au bout de 6 mois de travail, je le rappelle. Et vous demandez un IRM à ce moment-là. Il refuse catégoriquement l'IRM. Je me dis bon, c'est quand même le médecin, j'essaye de prendre sur moi, j'en fais même pas part à ma famille, je me cache des fois pour craquer parce que ça devient intolérable, même la nuit. Et puis, au bout de 3 coups de fil, là, je craque. La 3e fois, je craque complètement, je pleure au téléphone et je lui dis, c'est plus possible. Je vois bien qu'il se passe quelque chose, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Et là, me rassure encore en me disant, écoutez, mais non, prenez sur vous, c'est un mauvais passage, faut passer outre. Voilà, alors finalement, vous allez voir votre médecin traitant qui vous prescrit un scanner. Et là, on découvre que le matériel qui vous a été implanté n'est pas au bon endroit. La prothèse qui devait être entre L5 et L4 est entre L4 et L3. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, alors en fait, il faudrait réopérer pour retirer le matériel, le mettre au bon endroit. Mais évidemment, votre dos s'est dégradé à travers toutes ces opérations, etc. Et dans l'immédiat, pour traiter la douleur, on vous donne de la morphine, de la cortisone et surtout un corset en résine que vous êtes obligé de porter 24 heures sur 24, Muriel. Oui, ouais. Oui, parce que à ce moment-là, je pouvais même plus me tourner dans mon lit. C'était à hurler. Je restais sur le dos et j'étais obligée de réveiller mon mari la nuit. Même en m'agrippant à mon drap, je pouvais pas. C'était mon mari qui me basculait de temps en temps sur les côtés pour pouvoir me soulager. Alors, il y a un réveillon, vous tombez dans les pommes, hein, carrément. Oui, oui. C'est terrible, la douleur. Alors, finalement, vous êtes opéré. Le succès de l'opération est assez relatif. Vous retrouvez l'usage de votre jambe droite, mais les douleurs continuent dans la jambe gauche, et puis votre dos, c'est toujours un calvaire. Et là, vous commencez à vous déplacer en fauteuil roulant. Vous êtes obligé d'avoir quelqu'un pour vous aider à vous laver. Vous pouvez plus bosser, quoi. Vous avez perdu votre boulot. Vous êtes en pleine dépression. Vous prenez des médicaments pour lutter contre la dépression. Votre mari aussi. Vous avez des problèmes financiers colossaux, évidemment, puisque vous ne travaillez plus. Le sexe, n'en parlons pas, parce qu'évidemment, votre mari vous voit souffrir comme ça, c'est pas très... Puis vous n'avez pas trop envie non plus quand vous souffrez 24 heures sur 24. Bah ouais, voilà. Bon, c'est une catastrophe, cette histoire. Alors, le 15 novembre dernier, l'expert médical du tribunal dit... D'abord, il n'y a pas eu ce qu'on appelle le consentement éclairé, c'est-à-dire que vous n'avez jamais signé une lettre disant que vous admettez les conséquences possibles de ce type d'opération, hein, les risques encourus, et surtout, il y a ce problème de prothèse qui n'a pas été placée au bon endroit. Ça a été quand même reconnu par un expert, donc c'est pas... Voilà. Alors, quand vous avez appris que Johnny Hallyday avait eu les mêmes problèmes avec le même docteur, quelle a été votre réaction, Muriel ? Je me suis dit, je me suis battue toute seule.
J'ai essayé de faire bouger les choses, mais quand vous êtes petit, les choses ne se bougent pas. Ouais. Et là, je me suis dit, mais enfin quelqu'un qui est connu, et voilà, on va pouvoir nous écouter. Mes finances sont catastrophiques, donc avocat pas possible, obligé de passer par son service juridique que j'avais de ma banque, donc on ne choisit pas forcément l'avocat qu'on veut, enfin je veux dire, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ouais. Alors Johnny Hallyday a porté plainte, cette semaine. On n'est pas là pour faire le procès du docteur Delajoux, évidemment. Alors, la question, c'est de savoir que vous choisissiez Delajoux, c'est une chose, mais que les stars continuent à aller chez lui, je comprends pas, moi. Bah, les stars, on les comprend pas toujours, Thierry. L'argent. Il y a des sociabilités liées à l'argent, il y a un monde où on ne compte pas. C'est terrible, il y a des faits divers qui illustrent profondément les inégalités dans notre société. On va voir ce que pense Blacko de ce qui est arrivé à Johnny. La planète peut crever, nous on s'en fout. Le principal, c'est que notre Johnny national soit toujours vivant. Oh, ça va très bien pour moi, le plus dur est passé, j'ai un moral d'acier. Parce que oui monsieur, Johnny, c'est la France, l'idole que s'est choisi tout un peuple. Des fois, on se dit qu'Éric Besson a raison de se faire du souci pour l'identité nationale. Que le peuple français se reconnaisse dans un Belge qui se prend pour un Américain et qui vit en Suisse, ça en dit long sur la haute opinion que les Français ont d'eux-mêmes. Mais que voulez-vous? Jean-Philippe Smet est né en 43, en plein Paris occupé, alors forcément, il aurait préféré être américain. De Gaulle est parti à Londres, Johnny à LA... C'est ça la France. En tout cas, quel soulagement de voir notre vieux cow-boy toujours en selle. Même Nicolas Sarkozy s'est dit rassuré. Et je voudrais dire à Johnny Hallyday les vœux que l'on forme pour que sa santé s'améliore. Bah tu m'étonnes qu'il est rassuré. Si notre mascotte nationale était morte à force de travailler plus pour gagner plus, j'ai oublié de vivre. Ça la foutait mal avant les régionales. J'ai oublié de vivre. L'édito de Blacko, de mise en image de Julien Grave, bravo. Donc Johnny, quand il est sorti du coma, ses paroles étaient incompréhensibles et tout le monde a dit bah, c'est normal, il va bien, ça y est. On a quand même dit et entendu beaucoup de bêtises là pendant 8 jours. Par exemple, des tas de gens qui disaient je l'ai vu, je lui ai parlé, il va bien, il se bat. Il était dans le coma artificiel, donc je ne sais pas comment ils savent qu'il va bien et qu'il se bat. Bah, c'est peut-être son état normal. Voilà. Mais après, Johnny, les spéculations sur la tournée de trop, etc., tout ça, c'est du bullshit. Johnny, c'est un mec de scène, chanter c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il aime, c'est un défi permanent. S'il peut rechanter, on le souhaite et vraisemblablement il le fera dès que possible parce que c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il est. Mais c'est une bête de scène, c'est aussi une bête de somme. Est-ce que vous ne pensez pas que pour qu'il fasse cette tournée, avec les problèmes qu'il avait, on l'a un peu shooté à la cortisone quand même? Oui, bien sûr, il a pris des anti-inflammatoires, des antibiotiques, etc. C'est évident, mais il les a vraisemblablement demandés. C'est pas on achève bien les chevaux. Je veux dire, il n'y a personne qui oblige Johnny à monter sur scène ou à faire des dates, etc. C'est lui, il le veut, c'est ce qu'il est. Est-ce qu'il n'est pas manipulé par son entourage pour faire de l'argent, comme Michael Jackson? Mais non. Thierry, alors un truc, c'est que quelqu'un essaie de manipuler Johnny Hallyday. Je lui souhaite du courage. Ah ouais. Mais oui, évidemment, il est indépendant. Il est comme les gens dont je parle dans mon livre. C'est sa nature, c'est des trompes-la-mort, c'est des forces de la nature. Puis c'est des gens qui sont mus à la fois par la passion et aussi par un vide existentiel qui fait qu'ils ont besoin du contact avec leur public, d'aller faire le truc qu'ils font et de vérifier, de valider l'amour que leur porte le regard des autres. Vous verrez, dès qu'il va être un peu sur pied, le premier truc qu'il va faire, c'est remonter sur scène. Ouais. Et puis il va vouloir en mettre plein la gueule à tout le monde pour montrer qu'il va bien et qu'il est toujours le patron. Ouais. Quand vous voyez que tout le monde est sur Johnny comme ça, tout se barouf, ça vous fait quoi, Muriel? Bah, ça fait mal parce qu'on se dit, moi ça fait plus de 2 ans que je suis dans cette galère, ça a vraiment détruit ma vie. Ouais. Aujourd'hui c'est un fauteuil manuel, mais la plupart du temps c'est le fauteuil électrique. Je vis dans ma chambre les 3/4 de mon temps, sur un lit médicalisé, les portes ne sont pas adaptées, ma salle de bain est au premier étage, donc tout ça, ça coûte et j'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, Muriel? Qu'on me donne les moyens d'aménager ma maison.
c'est quand même pas normal que ma fille de 17 ans, Florine, depuis plus d'un an, elle a arrêté ses études, elle travaille à la maison, fait des études par correspondance qu'on est bien sûr obligé de payer tous les mois parce qu'elle ne veut pas me laisser parce que j'ai besoin de quelqu'un tous les jours. Et je me dis, non seulement moi, ça m'a mis ma vie en l'air, mais bon, moi je suis maman. Mais je ne conçois pas que mes enfants soient obligés de supporter tout ça parce qu'elle a sa jeunesse à faire comme mon fils. Mon fils me dit, maman, mais on voit bien, tu nous souris le soir, mais on sait bien que tu n'es pas bien. Ça nous fait mal quand on rentre le soir. Donc c'est pas normal, je me dis tout ça. Et ces aides-là, bah, c'est vrai qu'il faut reconnaître que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas ces aides-là, c'est impossible. Quand on vous demande d'aménager une maison, jusqu'une douche, on vous demande 10 000 euros, ben les 10 000 euros, je les ai pas. Bah oui. Et c'est une simple douche. On ne demande pas un truc énorme, on demande juste qu'on nous casse une porte pour mettre une douche. Mais ces moyens, on ne les a pas. Donc si on ne les a pas, ben, on ne peut pas nous aider. Vous savez quoi? Vous devriez essayer de contacter Johnny. Et je suis sûr que c'est un homme qui a beaucoup de cœur. Et qui a un lien maintenant avec vous, un lien malheureux. Ouais. Et je suis sûr que voilà, ça vaut le coup de lui demander si lui ne ferait pas quelque chose pour vous aider. Bien. C'était Salut les Terriens avec Michel Onfray pour le recours aux forêts chez Galilée. Laurence Boccolini, fan des années 80 sur TMC. Yves Bigot, plus célèbre que le Christ 2 chez Flammarion. Edoui Plenel, Mediapart, en kiosque 2,50 €. Nous ne débattrons pas. Et Muriel Guerton, merci de votre témoignage. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discrète et de Groland Magazine. Rendez-vous le 2 janvier. Bonne fête, bonne année. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.